Alors, je vais vous demander de vous présenter, nom, prénom, profession, euh, où vous habitez, et comme ça, nous faire un petit résumé de votre carrière. Alors, moi, je m'appelle Jean-Charles Lopère. Je suis né à Murs. Murs, c'est une commune vaudoise, fribourgeoise, partagée en deux. C'est là que je suis né. Et puis, j'ai passé toute ma jeunesse, école primaire. Et après, j'ai fait une formation de mécanicien de précision, puis après l'école d'ingénieur à Lausanne. J'ai passé une certaine période de ma vie, une belle période à la région Lausanne. J'ai fait une carrière d'ingénieur, d'abord construction, ensuite engineering, responsable de projet. Puis après, je m'occupais de vente de projets industriels un peu en Europe et aux États-Unis. Donc j'ai pas mal voyagé dans le cadre de mon projet d'automation, robotique et automation dans ce domaine. Alors, vous êtes, Et puis j'étais aussi municipal à Constantine avant la fusion. Puis j'ai participé activement au projet de fusion. Et puis là, ça m'a donné l'opportunité de m'occuper des archives de notre commune unifiée. Et puis c'est là que j'ai un peu démarré mon projet d'un site internet sur les photos, documents, cartes postales de la région du lac Morat, toutes les communes qui touchent le lac Morat. Donc c'est www.murtensevuilly-history.ch. Et puis ça me donne beaucoup d'opportunités, des contacts avec des gens qui ont eu des relations avec la région, même de Suisse, toute la Suisse, de l'étranger, États-Unis. J'ai eu des gens qui m'ont contacté. Et puis moi, ça me stimule. C'est une belle vie de retraité dans ce genre de choses, quoi. alors, euh, Monsieur Thierry de Navassel s'intéresse à la famille de Coubertin. Il apprend que le fils de Pierre de Coubertin, Jacques de Coubertin, est venu vivre en Suisse une bonne partie de sa vie, après avoir quitté Paris. La syndic vous contacte et vous met en relation avec Monsieur de Navassel et vous charge d'une mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe et de quoi il s'agit? Alors effectivement, lui, il a fait un peu des recherches ça l'intriguait parce qu'il a trois garçons et puis qui ont un peu le même syndrome. Il y a un qui est profondément handicapé, un moyen, puis le dernier ou l'inverse qui est vraiment une sommité dans son domaine, je crois, dans le business. Et puis il s'est intéressé à ça, et puis il a participé à un projet national de recherche en France pour un peu mieux expliquer ce genre de phénomène d'hérédité. Et puis il avait plus ou moins eu des échos que ce fils de Jacques qui était chez des ouvriers paysans dans un petit village en Suisse. Il a appris que c'était à Montmagny, il a contacté la commune et puis il s'intéressait. Puis après le syndic m'a dit bah, toi tu t'occupes de ça, toi qui t'intéresses à ces choses. Alors comme ça on est rentré en contact. Et puis je l'ai invité ici à, chez moi à Constantine. Et puis j'ai invité un peu les personnes qui sont venues aujourd'hui et d'autres qui maintenant ont disparu. Donc c'était une belle rencontre de témoignages, tout ça. On a fait une table ronde chez moi. Et puis il y avait une journaliste de la Broye, c'est le journal un peu local de la Basse-Broye. Et puis elle a écrit cet article. D'ailleurs, ils s'intéressent peut-être aussi à cet événement, mais moi j'ai préféré ne pas les inviter aujourd'hui parce qu'on avait autre chose à faire. Mais je me permettrai de donner votre contact si ça les intéresse, qu'ils prennent contact avec Madame Jacquard. Monsieur Thierry de Navassel s'est intéressé à la descendance du baron Pierre de Coubertin, qui avait un fils apparemment handicapé. Comment se fait-il qu'il n'était pas au courant alors que c'est de la famille parallèle et pourquoi il y a un mystère autour de ce fils? Comme je comprends, je pense que dans les familles, dans les grandes familles, il y avait peut-être aussi des différends. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas des relations. Voilà, je m'explique pas. Il faudrait demander directement à lui. Ce serait une personne aussi importante à questionner, à interviewer.
Et puis, il a découvert beaucoup de choses. Il a découvert vraiment ce Jacques par cette rencontre qu'il connaissait pas du tout. Il savait qu'il existait, il avait ses 2 enfants, mais sinon, il connaissait pas du tout comment il vivait là. Est-ce qu'il savait à quoi il ressemblait physiquement? Est-ce qu'il avait des- une image de ce genre? Alors, il avait l'image que vous, je crois que vous avez tout jeune, quand il est avec sa mère, son père, sa sœur, mais il était tout jeune là. Et puis, c'est la seule image qu'il a de lui, sinon rien. Non, il a découvert cette image qu'on a de Montmagny plus tard, quand on s'est rencontrés. Et vous, quel a été votre rôle en fait dans cette enquête en fait que vous faites à Montmagny sur la présence de Jacques de Coubertin? Alors, par mon projet de carte postale et tout ça, j'essaie de retrouver toutes les familles qui ont des cartes. J'ai eu beaucoup de pépites de cartes, de photos anciennes. Puis je suis arrivé aussi chez les loups, je savais qu'il avait des cartes postales, et puis c'est là que j'ai appris, au fur et à mesure que j'ai appris que Jacques habitait ici, le fils de Coubertin. Puis après j'ai creusé, puis j'ai découvert qu'il était au chalet, d'abord chez Madame Vessa, Chanson, qui était une chanson, et puis après il est parti au chalet, puis j'ai découvert Marguerite et toute cette histoire. Puis moi ça m'a titillé, et puis j'ai essayé d'approfondir plus profondément, puis là j'ai pu sortir déjà. Suite au rapport que j'ai pu établir, j'ai contacté différentes personnes. J'ai le frère de Raymond qu'on a vu aujourd'hui, il habitait Grange-Marnant, et lui il avait beaucoup de cartes que je vous ai transmis aussi. Et puis on voit par ces cartes postales, souvent c'est écrit au crayon, une écriture d'enfant, mais c'est souvent le même texte plus ou moins. Et puis c'était toujours adressé soit à Jacques ou l'inverse, il a sa grand-mère, il envoyait, mais c'était certainement Marguerite qui écrivait à sa place. Et donc, sa sœur aussi a lui écrit, ouais. Donc vous réunissez en fait cette mémoire vivante à travers les personnes qui ont connu Jacques de Coubertin. Vous les réunissez, vous les faites interagir avec Thierry de Navassel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui a été découvert suite à cette rencontre et suite à ces différents témoignages? Alors, la rencontre a permis, et puis des personnes qui ont disparu, vraiment connaître sa vie un peu plus précise, qu'on a un écho aujourd'hui, vraiment comment il vivait, l'interconnecter avec le villageois. J'ai aussi constaté qu'il était bien accepté. C'était dans les villages, il y avait de toutes sortes de personnes. Tous les villages avaient ce genre de situation. Et puis on l'acceptait bien, il était bien intégré. Et puis, ouais, ça m'a titillé, donc ça m'a stimulé à faire des recherches plus en plus profondément. Mais le village, ils savaient qu'ils avaient le fils de Pierre de Coubertin. Oui. Tout le monde connaissait les racines de Jacques. Ouais. Et est-ce que vous savez pourquoi le baron Pierre de Coubertin et sa mère de Jacques ont-ils décidé de venir et placer, si on veut, Jacques à Montmagny, qui est quand même un village reculé dans le canton de Vaud? Oui. Alors que ça paraît logique, et puis c'est ce qui sortait de tout ce que j'ai un peu découvert, c'est qu'il était Constance, on a vu, elle était au service de la famille Coubertin, Jacques. Et puis ce fils, j'imagine, c'était un peu une verrue pour la famille quand on est baron. Et puis à l'époque, on cachait les enfants. On présentait pas des enfants de ce type d'handicap. Et puis il a trouvé, vu que Marguerite venait d'un Montmagny, d'un coin tout perdu au fond du canton de Vaud, il s'est dit, ça c'est mon interprétation, c'est une bonne opportunité de le mettre à Montmagny, d'autant plus elle avait une maison par sa famille, du volume pour habiter. Donc il s'est engagé financièrement de rénover cette maison en 1910, et puis
il venait quand même régulièrement le trouver, quoi. Donc, pour répondre à la question, c'est parce que le rang ne permettait pas de présenter des enfants handicapés à cette époque. Et maintenant que donc, vous apprenez un peu cette histoire de la vie de Jacques et de son entourage, des voisins et ainsi de suite, qu'est-ce qui va rester, je dirais, de ce souvenir de ce Jacques de Coubertin au sein de la population et à la vie de Montmagny? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils en ont tiré de cette présence et puis, Alors, ceux qui se souvenaient, c'est un peu la génération qu'on a rencontrée aujourd'hui. Après, Montmagny, plus de la moitié de la population, elle est là depuis 20 ans et plus. Donc, eux, la majorité ne savent même pas qu'il a eu habité ici. Et puis, voilà, la vie avance, les gens changent. Et puis, moi, j'espère laisser un témoignage par mon projet. Est-ce que, je veux dire, Jacques n'a pas été abandonné, il a été mis en garde dans le sens, finalement, est-ce que c'était pas la meilleure solution pour Jacques d'être à Montmagny, entouré par des gens bienveillants finalement, qui lui-même a aussi amené, je dirais, cette joie dans le village, d'avoir quelqu'un qui, visiblement par son attitude, apportait du bonheur d'une certaine manière. C'est ce que je ressens un peu dans tout ce que j'ai appris. Je pense que c'était la meilleure solution, le meilleur avenir pour Jacques, puisqu'il était depuis 1910 là. Puis je pense qu'il pouvait être heureux dans un village, puis tout le monde l'acceptait. On l'acceptait dans son handicap. Personne on l'a souvent répété aujourd'hui, personne le mettait de côté et tout. Il participait, la mesure des moyens, on l'intégrait dans la vie du village, c'était pas un problème. Et puis pour Jacques, je pense que c'était la meilleure solution qu'il a eue. Et vous en tirez quoi de cette enquête jusqu'à présent, après toute cette découverte, d'avoir découvert finalement une célébrité, ce qu'on appellerait locale, un personnage, et maintenant qui se révèle que, en fait, avait quand même un pédigré, je dirais, via ses parents. Est-ce que finalement c'est pas bien de remettre ce personnage au milieu du village? Oui, alors je trouve que c'est important de le rappeler. Et puis par mon projet, j'ai d'autres situations un peu analogues, peut-être pas aussi célèbres que lui, mais j'ai eu une dizaine de situations de ce genre-là que j'ai pu mettre en évidence. Puis pour moi, c'est une satisfaction de ne pas oublier ce genre de personnage. Donc, c'est ce qui me stimule. Qu'est-ce que, à travers votre enquête et votre recherche, est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu ce qu'on a découvert en termes d'éléments physiques comme preuve de ce passage suite à votre enquête et à votre aide et vos recherches? Alors, concrètement, c'est d'abord les témoignages des gens vivants qui ont disparu, mais que j'ai pu à l'époque interroger. Et puis ceux qu'on a vus aujourd'hui, c'est encore les derniers témoins. Donc ça, c'est une source assez fiable. Et puis les cartes postales. Les cartes postales qui donnent aussi un peu... On a vu que finalement, Marguerite, Constance ont quand même pas mal voyagé, voire rencontré cette grand-mère. Je ne sais pas si elle a eu été avec Jacques, peut-être probablement là-bas. Je ne sais pas, mais... oui, on a des preuves écrites de cette présence. Est-ce que vous avez aussi découvert d'autres éléments comme des meubles, des autres souvenirs ou... Alors, j'ai appris que donc on a vu que Marguerite est partie avec un char chargé, Jacques était dessus, elle aussi. Et puis ils n'ont pas été très loin. Et puis pas plus tard que samedi, j'ai rencontré quelqu'un
j'ai parlé je parle toujours de un peu de ce que je fais, mes aventures et tout ça, les situations. Et puis cette personne me dit, ah mais j'ai ma belle famille, ils ont racheté du mobilier à Coubertin, ils ont du mobilier à Coubertin. Alors je l'ai appris ça l'autre jour. Et puis j'ai appelé le numéro de téléphone ce matin. Et puis c'est une entreprise de donatires qui charpente.